Le Buller est le podcast qui vous parle de l'actualité de la bande dessinée chaque semaine. Dans ce 77e épisode, on vous présente Blanc autour, bande dessinée qui aborde le thème du racisme aux États-Unis, que l'on doit au duo Wilfrid Lupano et Stéphane Fer. Dans la deuxième partie, on balayera l'actualité de la semaine en vous présentant les autres sorties qui ont retenu notre attention. Parmi les titres qui vont faire cette rentrée 2021, nous ne pouvions pas passer à côté de l'excellent album Blanc autour que l'on doit aux éditions d'Argo. Comme nous le disions en introduction, il est ici question d'un sujet encore bien au centre de l'actualité, celui du racisme, d'autant que cette aventure se passe aux États-Unis. Blanc autour repose d'ailleurs sur une histoire réelle qui est détaillée à la fin de l'ouvrage, celle de l'école de Prudence Crandall installée dans la petite ville de Canterbury dans le Connecticut. Le récit nous transporte en 1832, au moment où la jeune institutrice décide d'ouvrir les portes de son établissement aux jeunes filles noires de la ville et plus tard de tout le pays. L'histoire débute avec un étrange garçon livré à lui-même qui va de maison en maison pour raconter avec gourmandise les récits de Nat Turner extraits de ses mémoires. Dans ses mémoires, Nat Turner revient sur les insurrections qu'il a provoquées contre les riches esclavagistes blancs, insurrections qui se sont déroulées en 1831, soit une année auparavant, qui ont fait de nombreux morts et qui sont encore dans toutes les têtes à cette époque. Les histoires de cet ancien esclave devenu prédicateur permettent ainsi de poser le décor, celui de la lutte des Noirs pour s'affranchir de la servitude dans lequel les tient l'homme blanc, et pour ce faire, ils vont bénéficier d'un allié inattendu, l'institutrice de la ville, qui va décider d'ouvrir son école aux jeunes filles noires. Mademoiselle Crandall, héroïne de cette histoire, dirige l'école des filles de la ville de Canterbury dans la plus grande des quiétudes, jusqu'au jour où elle va provoquer la révolution au sein de cette petite bourgade. Tout va changer quand elle va décider d'intégrer Sarah Harris Fireweather à la classe qu'elle dirige, jeune fille noire, fille d'un fermier affranchi, vivant en lisière de la ville et avide d'apprendre comme toutes les filles de son âge. Si les autres écolières ont un mouvement d'étonnement en découvrant l'apparition de cette nouvelle pensionnaire dans la classe, ce sont surtout les adultes qui vont manifester le plus d'hostilité à l'arrivée de cette nouvelle venue. Face à la défiance rencontrée, Mademoiselle Crandall va prendre une décision radicale, celle de réserver son enseignement et son institution aux seules filles de couleur. Si dans un premier temps l'école se fera avec 2-3 élèves, l'écho qu'il existe une telle institution sur le sol américain entraînera l'arrivée de nombreuses jeunes filles venues des autres États. C'est ainsi que les hostilités vont aller crescendo envers celle qui a décidé de dépasser les différences et d'accueillir au sein de son école celles qui sont habituellement laissées de côté. Notons au passage que ce récit repose aussi sur ce que l'on pourrait qualifier de combat féministe pour une femme qui avait compris combien l'instruction des filles, quelle que soit leur couleur, est un enjeu majeur dans cette Amérique du 19e siècle. Partant d'une histoire réelle, Wilfrid Lupano, que l'on connaît très bien pour être, entre autres, le scénariste des Vieux Fourneaux, bâtit ici un récit passionnant et touchant. Le scénario ne fait pas l'impasse non plus sur le retentissement qu'a eu cette affaire à l'époque, puisque toute cette histoire a fini par être portée devant un tribunal. Le contexte historique est parfaitement bien retranscrit puisqu'à cette période, les lois esclavagistes n'ont pas encore été abolies. Pour servir cette histoire, le dessin de Stéphane Fer fait ici des merveilles. Avec un style tout de suite identifiable, tout en rondeur et en couleur, l'auteur de Morgane et Peau de mille bêtes apporte ici de la douceur à un sujet plutôt grave dans le fond. Il en ressort un album que l'on prend non seulement plaisir à parcourir pour la richesse de son dessin, mais qui nous marque par la force de son histoire et la qualité de son scénario. S'il est un album à côté duquel il ne faut pas passer en ce début d'année, c'est bien celui-ci, capable de faire réfléchir et de divertir, voilà ce que l'on attend d'une bonne bande dessinée. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur l'actualité du 9e art en s'intéressant plus particulièrement aux sorties incontournables de la semaine. Le mois de janvier est toujours l'occasion d'assister aux nombreuses remises des prix qui viennent récompenser les bons albums qui ont fait l'année précédente. Honneur aux femmes avec la remise récente du prix Artemisia qui récompense comme chaque année une femme qui fait de la bande dessinée.
Cette année, c'est l'auteure finlandaise Tiikku Takalo qui a été récompensée pour l'album Moi, Mikko et Annikki, édité chez Rue de l'Échiquier. Largement autobiographique, cet album, déjà récompensé en Finlande en 2014, raconte l'installation d'un couple dans un petit quartier typique en bois de la ville de Tampere et le combat contre les promoteurs immobiliers qui veulent récupérer cet espace. Dénonciation de l'uniformisation, combat écologiste et remise en question des pratiques des promoteurs immobiliers, cet album, à la fois fort et délicat dans son dessin, est un véritable petit bijou. Du côté de la bande dessinée d'information et de reportage, c'est la très bonne saga L'Odyssée d'Hakim que nous devons à Fabien Toulmé qui a été distinguée. Nous avions consacré un épisode à cette très bonne série qui compte 3 volumes et qui retrace le parcours d'un migrant de la Syrie jusqu'à la France. Le travail de Fabien Toulmé est passionnant et permet d'apporter un peu d'humanité à ce qui est d'habitude résumé par des chiffres dans les médias. Édité chez Delcourt, cette très belle série mérite amplement cette distinction parrainée par France Info et permettra de remettre à l'honneur cette saga sur laquelle on vous conseille de vous précipiter. Du côté des sorties, commençons cette semaine avec Elec Boy, dont le premier tome baptisé Naissance vient tout juste de sortir en librairie. Nous projetant dans un futur chaotique, en 2122, cette nouvelle série nous raconte l'histoire d'une communauté qui continue de survivre dans un monde devenu chaotique et aride. L'eau potable est au centre des préoccupations pour ce groupe et au milieu de ce chaos survit encore la beauté, comme cet amour naissant que Joshua porte à Margot. Toutefois, pas le temps de compter Fleurette à la demoiselle, car d'étranges créatures venues de nulle part vont attaquer la petite communauté et continuer de mettre en danger un équilibre déjà bien précaire. Les dessins de cette nouvelle série de science-fiction sont sublimes, de même que le scénario est passionnant, le tout étant signé Yoann Salin et c'est édité chez Dargaud. Le réveil du tigre est le titre de cet album que l'on doit au scénario de Serge Letendre et au dessin d'Olivier Taduc, et le tout est édité chez Dupuis. Ici, il est question de disparitions mystérieuses de femmes qui se produisent autour de la ville de Bakersfield en Californie. Le jour où Kelly, la fille d'un banquier de la ville, est retrouvée assassinée, l'enquête prend alors une toute autre ampleur avec l'aide de Matt Monro. Ce dernier va profiter de cette affaire pour remonter les traces de ses origines et découvrir que son vrai père n'est autre que Chen Long, le Chinaman de la série d'Olivier Taduc et Serge Letendre. Vu comme une suite de la série du duo qui a été publiée entre 1997 et 2007, Le Réveil du Tigre est surtout un western haletant que l'on vous recommande chaudement. Le choix dans les dates est un album parfaitement dans l'air du temps qui s'intéresse à l'une des inventions majeures dans le domaine des rencontres, l'apparition de Tinder et autres Happen. Mathilde Florence prend plaisir à nous raconter des histoires drôles, foireuses, honteuses ou encore décevantes en y mettant toujours une pincée d'humour. Ainsi s'enchaînent les rencontres et le lecteur-voyeur se délecte de toutes ces aventures qui tiennent en 224 pages d'un album que l'on prend plaisir à dévorer. Sorti aux éditions Lapin, voilà une bande dessinée qui rappellera des souvenirs à certains et qui confortera les autres d'avoir déjà trouvé leur moitié. Restons dans l'univers des applications et de l'utilisation du smartphone avec 11 407 vues, album que l'on doit au scénario de Vincent Brunner et au dessin de Claire de Castold. Ici, il est question du rapport que les jeunes entretiennent avec les réseaux sociaux et la popularité qui en découle. D'un côté, 2 rappeurs en herbe dont la dernière vidéo postée en ligne va faire le buzz et générer une théorie du complot. De l'autre, un groupe de jeunes filles photographiées à leur insu alors qu'elles sont aux toilettes et se retrouvent livrées en pâture sur le net. 2 situations qui sauront trouver un écho chez les ados et qui permettent de comprendre certaines problématiques liées à la popularité sur Internet ou encore à la naissance des théories du complot. Tout public et s'intéressant à des problématiques que connaissent bien les adolescents, voilà une bande dessinée intéressante que l'on doit aux éditions Casterman. Belle surprise de la semaine, Azizam nous entraîne à Téhéran au sein d'une famille qui va se disputer l'héritage familial. Amir vient de perdre sa femme et ce qu'il ne savait pas, c'est que celle-ci avait en sa possession un véritable trésor qu'il va devoir partager avec ses 3 enfants. Si comme le veut la loi iranienne ce sont les garçons qui sont servis en premier, Shirin, la jeune sœur, va hériter d'une chose qui va rendre fou de jalousie ses frères.
C'est ainsi que la famille va se déchirer et que nous allons l'observer avec beaucoup de gourmandise et d'amusement, car les auteurs ne manquent pas d'apporter de la légèreté à leur histoire. Édité chez La Boîte à Bulles, nous devons cet album au scénario de Gelson Imo et au dessin de Valeria Gufanti, et c'est déjà disponible en librairie. Terminons par un album qui nous plonge au cœur de la crise du coronavirus, au plus proche des médecins, La Vague d'Olivier Luge, édité chez Humaine Science. Derrière le pseudo d'Olivier Luge se cache en fait Olivier Lejeune, praticien hospitalier en addictologie à l'hôpital de la Croix-Rousse et passionné de dessin. Dans cet album faisant 128 pages, il a voulu raconter des histoires humaines concernant le personnel hospitalier confronté à cette crise sans précédent que l'on connaît depuis l'année dernière. De l'étudiant en médecine en passant par le médecin militaire, le patient et les infirmières, il est ici question de s'intéresser à ces personnes qui tentent par tous les moyens de ne pas se laisser submerger par le virus et les consignes contradictoires qu'ils reçoivent au quotidien. C'est passionnant et raconté par quelqu'un qui a vécu ça de l'intérieur et c'est déjà disponible aussi en librairie. Voilà, nous en avons terminé avec ce 77e épisode du Buller. Si vous souhaitez découvrir des images de la bande dessinée Blanc autour ou si vous voulez nous laisser des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à passer sur Instagram sur le compte lebuller.podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous et à vous abonner à notre podcast sur votre plateforme préférée, y compris YouTube depuis peu. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour un 78e épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.